Le journaliste est un larbin, l'universitaire est un larbin, tout le monde est larbidisé et tout le monde la ferme. Politique intérieure, politique extérieure, dans le cadre justement du rapport dialectique qui est posé par le fameux hiéroglyphe du livre 1 du chapitre 1, tout se tient, mais c'est bien évidemment le macro qui détermine le micro. La réforme constitutionnelle, c'est à un moment donné une remise en cause des pouvoirs traditionnels de ce qui faisait la vieille présence française de la franc-maçonnerie de la vieille République. Le Sénat, l'Archère, toutes les combinaisons, la Haute Assemblée, toutes ces problématiques-là, le Conseil économique et social, il y a alors le macro de toute cette problématique de la crise du taux de profit avec les réagencements pour effectivement une structuration qui serait multipolaire dans le cadre du mondialisme de la marchandise, contre ceux qui veulent imposer la tyrannie unipolaire du transatlantisme de la marchandise. Mais finalement, tout se joue parce que toute cette franc-maçonnerie sénatoriale, toute cette franc-maçonnerie de l'Assemblée nationale, elle renvoie à toute une série de réseaux, à toute une série de structures. Rappelez-vous la candidature de Poher contre Pompidou, à la candidature de Poher à la mort de Pompidou. Poher, les réseaux atlantiques, les réseaux Jean Monnet, donc il faut bien comprendre qu'il y a toute une franc-maçonnerie atlantiste. Donc, au niveau extérieur, dans la dialectique contradictoire du capital, Macron se met à dos le gouvernement du spectacle mondial, mais il se met en même temps à dos, dans cette reformation constitutionnelle, toutes les élites de toute une série de réseaux maçonniques et atlantistes qui représentent une phase du développement capitaliste antérieur qu'il veut dépasser, mais avec qui il entre en conflit. Donc, le conflit du macro sur le micro, sur l'externe, sur l'interne, fait qu'aujourd'hui, la chasse à courre est organisée. Vous voyez que depuis plusieurs jours, toutes les radios, tous les groupes politiques, toutes les institutions ont organisé la chasse à courre sur Macron. Alors, Macron est un gangster, comme Fillon était un gangster. Quand la curée entre gangsters impérialistes se met à jour, il n'y a pas à choisir. C'est exactement comme quand en 1956, la révolution des conseils ouvriers de Hongrie est massacrée. Elle n'est pas massacrée par les staliniens. Elle est massacrée par les staliniens avec l'aval de toutes les capitales occidentales. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les gangs capitalistes se bouffent, mais le jour où le prolétariat surgira, tous les gangs capitalistes s'unifieront contre le prolétariat. Donc là, nous sommes dans un temps d'apaisement, de restructuration où la lutte prolétarienne n'a pas surgi. Donc le devant de la scène, c'est les conflits entre gangs capitalistes. Mais ayons la vision de longue durée, la dialectique des profondeurs. Le jour où le prolétariat va surgir, tous ces gangs qui se détestent auront un amour supérieur pour eux-mêmes malgré leur détestation, parce qu'ils auront une détestation supérieure pour leur ennemi absolu, qui est le prolétariat. La justice est un appareil idéologique du capital qui est lié à la dictature absolue du fétichisme de la marchandise, donc ce que l'on appelle la justice, le ius, le droit, l'équilibre, c'est toujours un équilibre de classe par rapport à la domination du capital. Dans Terror, pour bien que les gens comprennent que l'histoire n'est pas faite par les complots, mais que c'est au contraire l'histoire qui fait les complots. J'insiste sur l'assassinat de César aux Ides de Mars. À un moment donné, le droit romain, dans la crise de la rente foncière de la vieille République moribonde,
autorise le Sénat à assassiner César. Donc le droit, le ius, faut pas vous imaginer que c'est un équilibre neutre. C'est un équilibre orienté en fonction des besoins stratégiques de la dialectique des forces productives du capital. Ouais, d'accord. Toutes les vérités officielles qui sont nées après 1945 et qui encensent l'ordre des vainqueurs de la démocratie totalitaire de la marchandise contemporaine. Ce n'est pas un droit neutre. Le tribunal de Nuremberg n'est pas un tribunal international. C'est un tribunal interallié. De la même manière qu'à la mort de César, les structurations juridiques de l'ordre romain qui vont effectivement évacuer quelques conjurés pour que la problématique centrale du Sénat ne soit pas posée, vont effectivement gommer, effacer, réécrire. La justice est par essence une imposture radicale. L'assassinat de Robert Boulin. Raymond Barre, avant de mourir, explique qu'il reçoit un coup de téléphone de la préfecture où on lui annonce la mort de Robert Boulin avant même que le corps ait été trouvé. Aujourd'hui, la fille de Robert Boulin se bat avec courage, avec énergie, et on va arriver au bout du bout du bout. On va savoir, et de manière officielle, dans quelques années, que Robert Boulin a bien été assassiné par les milices barbouzières de l'époque Chirac, et j'ai oublié le nom, le type qui dirigeait le SAC et qui faisait exprès d'accentuer son accent provençal. Enfin, c'est pas grave. Comment ? Ça m'échappe aussi. Ouais. C'est pas grave. L'auditeur intelligent retrouvera, c'était l'ancien sénateur des Hauts-de-Seine, mafiosi, ancien de Pernod-Ricard. Voilà, Pasqua. Donc, on va aboutir en droit à une décision qui nous dira, bah oui, Boulin a bien été assassiné, il n'a pas pu se suicider dans ses 2 cm de flotte dans la forêt de Rambouillet. Mais 30 ans ou 40 ans après que ça ait eu lieu, et ça n'aura aucun impact. À l'époque où on retrouve Boulin, suicidé, tous les journalistes sont au garde à vous, et il n'y a pas un seul journaliste qui va ouvrir le chemin d'une toute petite trajectoire de réflexion sur le sujet. Tout le monde est au garde à vous dans le fétichisme aliénatoire de la marchandise, le journaliste est un larbin, l'universitaire est un larbin, tout le monde est larbidisé et tout le monde la ferme. Aujourd'hui, ça commence à sortir. Et Raymond Barre le dit à la fin de sa vie quand il sait qu'il va mourir. Mais Benalla, on est bien loin de l'affaire Boulin. Dans le cadre de ce qu'est la procédure pénale classique, si dans le cadre d'une manif, je vois des mecs lancer des bouteilles sur les flics, la procédure pénale, non seulement rend possible, mais me commande d'aider les flics à neutraliser les mecs qui, en termes de crime ou en termes de délit, produisent un tel dérapage. Donc, l'affaire Benalla, elle est d'une limpidité absolue, et il y a 6 mois ou il y a 1 an, tous les larbins journalistiques, tous les crétins du médiatisme n'auraient rien dit. Là, il s'est déclenché quelque chose où toutes les stupidités, les impuissances, les pathologies s'organisent. Je regardais hier la manière dont était interrogé Collomb par tous les rats de la députaillerie. Ça me refaisait penser au 2e procès d'Outreau, quand on a effectivement lynché le petit magistrat qui avait voulu s'entêter pour montrer qu'il y avait des réseaux pédophiles et que toute la normalité spectaculaire voulait surtout pas qu'on dise qu'il y avait des réseaux pédophiles. Le député le plus lamentable, le député le plus pitoyable, qui attaquait ce petit magistrat, qui le lynchait verbalement pour cacher sa propre impuissance. On a eu la même chose à l'Assemblée nationale hier. Vous voyez des pauvres députés lamentables, ignares, crassementaux, déchets absolus, qui étaient là à lyncher Collomb, qui est une saloperie du capital. Demain, quand il y aura des grèves, Collomb, il n'aura aucun problème pour lancer les forces de répression sur la grève réfractaire, mais ce n'est pas le problème. Donc là, on sent que la meute est lâchée.
tout le monde y va de sa dose de lynchage narcissique pour montrer qu'il existe. Mais tous ces gens-là, il y a 6 mois, étaient au garde à vous. Et quand on a flingué Fillon, personne n'a expliqué qu'on flinguait Fillon pour créer, comme le dit effectivement le majordome du gouvernementalisme mondialiste Attali, le produit Macron. On a créé le produit Macron. BFM TV, l'Express, Le Point. Pardon ? On voit d'ailleurs que même Attali aujourd'hui lâche son poulain. Alors, mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meute journalistique est une expectase de la merde capitaliste. Un journaliste ne parle jamais qu'à partir du moment où les structures aliénatoires du fétichisme de la marchandise lui permettent de parler sans crainte. Donc tout le monde a lynché Macron, tout le monde a lynché Fillon, et tout le monde a loué Macron. Et ce sont ceux qui ont lynché Fillon et qui ont loué Macron qui se mettent maintenant à lyncher Macron. Il faut comprendre cette dialectique, cette pathologie, la pauvreté intellectuelle de ce qu'est un scribouillard de la modernité aliénatoire. Le rapport social, la crise du capital, la baisse du taux de profit, la dialectique du gouvernement du spectacle mondial, tout est programmé. Alors, tout n'est pas programmé parce qu'il y a effectivement une conjuration messianique, kabbalistique ou eschatologique. Le mouvement mondialiste, de la conjuration mondialiste de la marchandise, parce que tous les gens qui critiquent le mondialisme oublient toujours le deuxième terme. Tous ces gens-là vous parlent d'un truc mondialiste qui flotterait dans l'air. Il y aurait des projets mentaux de mondialisme. Non, il n'y a pas de projet mental de mondialisme, il y a un projet mental de mondialisme parce qu'il y a un rapport social qui, au néolithique, a produit une dynamique historique aliénatoire qui est celle de la valeur d'échange, et s'il n'y avait pas eu dans le croissant fertile, une restructuration et une révolution néolithique de la valeur d'échange, il n'y aurait pas cette eschatologie marchande de la tyrannie mondiale. Donc, que tous ceux qui comprennent qu'il y a un mouvement mondial vert comprennent que s'ils veulent comprendre, il faut qu'ils atterrissent dans la marchandise, parce que c'est la marchandise qui produit toute cette dialectique tyrannique. Toute l'œuvre radicale et subversive de Marx, à partir des groupes radicaux ouvriers, ça a été de montrer qu'il existe justement cette dialectique, cette immanence qui dépasse toutes les formalisations qui, à un moment donné, ont lieu. Il y a eu le temps de la République vénitienne et de la République génoise, avec les révolutions capitalistes du XIIIe siècle. Puis, il y a eu des déplacements vers le Portugal. Quand on vous dit aux gens aujourd'hui que le Portugal était au XVIe siècle la première puissance mondiale. Alors, si vous vous mettez au feu rouge en bas et que vous interviewez le YouTubique de base, Ignare, Portugal, première puissance mondiale. Ça paraît bizarre. Le Portugal était la première puissance mondiale. Et puis après, il y a eu un déplacement vers l'Espagne. Puis après, il y a eu un déplacement vers Amsterdam. Et puis après, dans le cadre de la révolution judéo-protestante du Capital, telle que Marx la positionne dans le livre 1 du Capital, on a l'émergence du comptoir anglo-saxon de la capitalisation profonde. Et puis après, hop, on a un déplacement vers les États-Unis qui sont en formation, la sphère atlantique. Puis après, on a un déplacement vers la sphère pacifique. Donc, la marchandise est un mouvement totalitaire. C'est contre la marchandise que nous, prolétaires, voulant abolir la condition prolétarienne, nous nous battons pour éradiquer l'État et la marchandise. Mais l'État et la marchandise, c'est pas les USA, c'était pas Venise, c'était pas Gênes, c'était pas le Portugal, c'était pas Amsterdam, c'était pas la City. Tous ces espaces-là sont des incarnations aliénatoires, momentanées, des séquences d'une production mondiale. C'est pour ça que notre ennemi, c'est à la fois Washington et Moscou. Ce sont toutes les capitales du capital. Le prolétariat et la conscience radicale ne fait pas surgir la conscience de l'émancipation humaine en jouant des conflits interimpérialistes. Il faut s'intéresser aux conflits interimpérialistes pour comprendre le devenir du monde. Donc là, j'attire votre attention sur le scénario
de l'affaire Benalla qui marque à un moment donné un enjeu stratégique dans les recompositions qui font que le seul ennemi de l'ordre américain et de la crise du gouvernement du spectacle mondial, ce serait qu'un nouveau Rapallo apparaisse. Donc, il faut s'intéresser à tout ça, il faut creuser. Mais au final, on s'en tape. On le fait pour comprendre ce qui se passe, mais pas pour choisir un camp contre un autre. À bas tous les camps, à bas tous les gangs, à bas tous les États, à bas tous les partis, à bas tous les blocs géopolitiques. Vive l'émancipation de l'humanité contre l'argent et contre l'État. N'importe qui va sur Internet et il va trouver, même dans la merdouillerie Wikipédia, traité de Rapallo 1922, c'est suffisant. Il faut qu'ils comprennent que le traité de Rapallo, c'est ce qui fait peur aux États-Unis parce que c'est la modernité européenne, Allemagne, France, à l'époque Allemagne, mais aujourd'hui Allemagne, France, et la vieille Russie qui a des ressources, qui a quelques technologies militaires, mais qui est totalement vétuste du point de vue de la technologie offensive du capital sur les marchés extérieurs. Donc, mais par contre, au-delà de Rapallo événement, pour comprendre Rapallo substantiellement, même les gens qui ont signé le traité de Rapallo n'ont pas compris pourquoi ils le signaient. Parce que dans l'immanence du capital, il n'était que dans une vision surfacière des choses, dans l'agencement géopolitique, de l'immédiateté empirique. Pour comprendre Rapallo, Rosa Luxembourg, Marx, qu'est-ce qu'une dialectique capitaliste dans un territoire donné, dans le cadre de la concurrence planétaire, qui fait qu'il y a des blocs géopolitiques qui s'affrontent sur des technologies de haut niveau. Donc, aujourd'hui, la guerre mondiale commerciale, c'est le Japon, les États-Unis et l'Europe. La Russie n'est qu'un espace archaïque qui est dangereux parce que si on y investit et qu'on le modernise à partir de l'Europe, ça devient une arrière-cour européenne qui met en danger la prépotence américaine. Mais ça, c'est compris en quelques instants par quelqu'un qui a un minimum de perspicacité, d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est creuser la dialectique des forces productives qui explique cela. Donc le livre 1 du Capital, les commentaires sur la société du spectacle de Debord, et j'attire votre attention sur l'avant-propos et l'épilogue du véridique rapport qui explique non seulement cette problématique-là, mais toute la problématique des agencements et de tout ce qui fait que dans l'histoire, il y a des conjurations et des conspirations, mais que la conspiration matricielle de toutes les conjurations, c'est celle de la marchandise, contre l'humanité. La grande conjuration anti-humaine, c'est celle de la marchandise mondiale contre l'émancipation humaine. Et tous les messianismes et tous les kabbalismes n'ont aucune autonomie. Ils découlent de cette aliénation mondialiste de la marchandise dont ils ne sont qu'un sous-produit pathologique et paranoïaque. Pourquoi c'est difficile de lire? Parce que, alors, je parle de lire, du vrai lire. Je ne parle pas de lire de la surface journalistique de crotte. Mais lire un texte essentiel, c'est difficile, puisque le texte essentiel nous dit ce que tu vois n'est pas simplement ce que tu vois. Il faut que tu fasses effort pour aller derrière ce que tu vois, parce qu'il existe une substance profonde qui ne se voit pas et qui détermine ce que tu vois. Quand le complot contre César a lieu, je vois bien le Sénat qui est en ébullition. Je vois bien la crise de l'Urps romaine. Je vois les légions romaines. Je vois des propriétés. Je vois une refonte de l'armée romaine, un appauvrissement de la paysannerie. Je vois tout ça. Mais le concept abstrait de rente foncière en déliquescence, qui explique la génération objective de tout cela. Je vois pas, je peux pas toucher la rente foncière. Je touche les effets de la rente foncière. Donc, ce qui fait le complot contre César, je peux palper tout ce qu'il l'organise dans les agencements du visible. Mais ce qu'il l'organise derrière le visible, dans la dialectique des forces productives,
qui produisent et l'essence et le concept. Je ne peux pas les palper. Donc c'est dur. Si je me mets à travailler la ronde foncière romaine pour comprendre l'assassinat de César, c'est beaucoup plus compliqué qu'une vidéo de YouTube, mais ça me rend beaucoup plus intelligent et beaucoup moins débile.